Salut à tous, nous sommes le mercredi 4 mars 2026 et notre cher ami, notre frère Laith Marouf de Beyrouth est avec nous. Bon retour parmi nous, Laith. Ravi d'avec toi, Nima. Laith, commençons par la situation. Merci d'aimer la vidéo pour nous aider à toucher plus de monde. Vous pouvez suivre Laith sur freepalestine.video et sur Free Palestine TV, sa chaîne YouTube. Je vais ajouter sa chaîne YouTube comme collaborateur à ce podcast. Commençons par ce qui se passe en ce moment entre le Liban et Israël. Nous savons que le Hezbollah a rejoint la guerre qui oppose les États-Unis et Israël d'un côté et les Iraniens de l'autre. Et pas seulement le Hezbollah. Nous avons également vu les groupes du Hezbollah en Irak se joindre au conflit. Comment vois-tu la situation actuelle, en particulier dans le sud du Liban? Oui, je veux dire, il y a moins d'une heure, les sionistes ont déclaré que tout le sud du Liban était une zone d'opération militaire et ont ordonné à plus d'1 million de Libanais vivant au sud du Litanie, y compris dans les villes de Tyr et Saïda, d'évacuer. Nous nous attendons donc à de violentes attaques contre ces villages et ces villes très bientôt. Tout cela parce que les sionistes subissent de lourdes pertes. Ils se font écraser par les hommes de Dieu, le Hezbollah, depuis 2 jours. Les sionistes ont tenté d'entrer dans des villages du sud du Liban et ils ont déjà perdu plus de 6 chars et 3 drones. Il s'agit de villages de première ligne que les sionistes avaient occupés pendant le cessez-le-feu et presque entièrement détruits. Ainsi, les incroyables combattants du Hezbollah n'ont pratiquement aucune couverture et parviennent pourtant à repousser cette armée sioniste, fasciste et folle. Et comme on peut le voir, en raison de l'impuissance de ces soldats juifs à se battre directement contre des guerriers comme le Hezbollah, ils veulent se venger sur la population du Sud. Je pense que le Hezbollah ne laissera pas passer cela sans une riposte équivalente. Ce que les sionistes viennent de faire en déclarant tout le sud du Liban zone militaire et en ordonnant l'évacuation de tous les habitants de Saïda, Tyr, Nabatiyeh et de toutes ces grandes villes, c'est qu'ils ont en somme scellé le sort de tous les colons sionistes du nord de la Palestine. Et nous nous attendons à ce qu'il y ait des ordres d'évacuation pour Haïfa, Safed et Ak, toutes ces zones sionistes, d'ici 1 jour ou 2, à mesure que le Hezbollah riposte à son tour. Jusqu'à présent, le Hezbollah s'est concentré sur le bombardement des principaux centres de commandement des sionistes, de Haïfa jusqu'à la mer de Galilée. Encore et encore, des vagues de drones et de missiles frappent ces sites. Cela se produit également en coordination avec les attaques de la République islamique d'Iran et de ses forces aérospatiales qui tirent des missiles et des drones sur les mêmes cibles. Lorsque le Hezbollah a lancé cette riposte, il y a 2 jours, j'ai été surpris. Dans mon esprit, je pensais que le Hezbollah serait le dernier membre de l'axe de la résistance à entrer dans la bataille, en raison de notre proximité avec les sionistes et de leur capacité bien supérieure à riposter ou à punir la population ici. Je pensais qu'ils attendraient peut-être aussi que le terrain soit suffisamment préparé par les missiles hypersoniques et balistiques de l'Iran avant de se lancer dans ce combat. Mais il semble que le Hezbollah savait des choses que toi, moi et d'autres, en dehors de ce commandement militaire, ignorions. L'une de ces choses vient d'être confirmée. Les Israéliens ont admis que leur cabinet tenait une réunion quelques heures avant que le Hezbollah ne lance ses attaques de représailles il y a 2 jours. Ils tenaient une réunion, ces sionistes, pour lancer une guerre contre le Liban. Alors le Hezbollah les a devancés. Voilà une chose. L'autre chose que le Hezbollah semble savoir, c'est que les sionistes sont plus faibles que nous ne le pensions jusqu'à présent, surtout en ce qui concerne leur défense aérienne.
Tous les drones et missiles du Hezbollah traversent sans difficulté tout le système de défense aérienne nord des sionistes, ce qui n'avait jamais été vu auparavant, même lors des différentes confrontations que le Hezbollah a eues avec eux ces dernières années. Il semble donc clairement que les défenses aériennes des sionistes se sont effondrées dans le nord et que le Hezbollah dispose actuellement d'un meilleur point de vue pour attaquer. Nous verrons ce qu'il en est à mesure que cette bataille se déroulera au cours du jour ou des 2 prochains. Quel est l'objectif des missiles iraniens en Israël? Touche-t-il la partie nord du pays? Parce que la plupart des informations en provenance d'Israël donnent l'impression qu'ils frappent Tel Aviv, Jérusalem ou d'autres endroits. Comment percevez-vous globalement ces attaques, les cibles à l'intérieur d'Israël? Nous en sommes donc au 5e jour de cette guerre, et il devient un peu difficile de tout suivre. Les gens, semble-t-il, ne retiennent que le dernier événement, tu vois, parce qu'il y a un tel flot d'informations qui nous submerge. Mais si l'on revient au premier jour de cette guerre, l'Iran a concentré sa puissance de feu contre la colonie sioniste sur le plateau du Golan, en Galilée et dans la région de Haïfa. Ensuite, il a commencé à se déplacer vers le centre, puis vers le sud, avant de revenir de nouveau vers le centre. Et maintenant, c'est devenu un peu plus diversifié, mais on entend de plus en plus parler, bien sûr, des attaques au centre de la Palestine occupée, entre Jérusalem et Tel Aviv. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dès le premier jour, toutes les principales bases de surveillance israéliennes sur le plateau du Golan, le Golan syrien occupé, qui pouvaient observer toute l'Asie occidentale depuis le sommet du mont Hermon ou jusqu'à la vallée de la Bekaa, depuis ce même point de vue, sont hors service. Il semble donc que ce soit pour cette raison que les sionistes se sont précipités pour déployer 100 000 soldats de leur réserve à la frontière avec le Liban dès le premier jour des attaques. Je pense donc que les sionistes ont compris que l'Iran préparait le terrain dans le nord de la Palestine occupée, sur le plateau du Golan syrien, en vue d'une éventuelle intervention du Hezbollah si nécessaire. Et ils s'en sont rendus compte. C'est pourquoi ils ont déplacé ces 100 000 soldats. Ensuite, ils étaient tellement inquiets qu'ils ont envisagé de lancer une attaque préventive contre le Hezbollah, car ils craignaient que, si une attaque surprise les visait, ils ne puissent pas défendre leur position. Je pense donc que l'Iran, en attaquant le nord de la Palestine, dès le premier jour, avec ses missiles hypersoniques et ses drones, a donné au Hezbollah l'occasion d'attirer les Israéliens dans un piège. C'est un autre aspect. Les gens ne comprennent pas pourquoi le Hezbollah entrerait dans cette guerre maintenant, alors qu'il y a 100 000 soldats à la frontière. En réalité, l'objectif est de faire sortir ces 100 000 soldats de leurs cachettes, de leurs bunkers, dans le nord de la Palestine, pour les attirer à découvert dans le sud du Liban, là où les Israéliens ont brûlé toutes les forêts et détruit tous les bâtiments, ne leur laissant aucun abri. Et c'est exactement ce qui se passe. Chaque fois que les Israéliens avancent d'1 centimètre, ils sont frappés. Ainsi, en ce moment, le sud du Liban, à cause de la bêtise et de la stupidité de cette armée suprémaciste américaine, est en réalité un champ de mort pour eux, s'ils osent d'y entrer. Parce qu'en ce moment même, disons qu'ils décident de menacer tout le sud du Liban et d'ordonner l'évacuation de tous les habitants au sud du Litanie. Cela élargirait en réalité la zone depuis laquelle le Hezbollah peut bombarder à distance, à mesure que les forces sionistes avancent. Donc à présent, les sionistes sont coincés dans un bourbier. Ils ne peuvent pas rester là où ils sont, car le Hezbollah tire des missiles et envoie des drones contre leurs bases, leurs centres de commandement et leurs pôles logistiques dans le nord de la Palestine.
Ils ne peuvent pas rester là, et ils ne peuvent pas non plus avancer, car ils perdraient encore plus de couverture. Il n'y a pas de bunker où se cacher. Bon, par exemple, la nuit dernière, il y avait une vidéo clairement filmée par un habitant du sud du Liban, à Kafar Kila. Kafar Kila, pour ceux qui ne le savent pas, est complètement rasé. Vous pouvez aller voir sur notre chaîne AfriPalsa TV plusieurs documentaires que nous y avons tournés. C'est une zone de non-droit. Les sionistes sont entrés dans ce village totalement rasé et se sont retrouvés sous un feu croisé intense. Ils ont donc dû se retirer. Ils ont fait la même chose dans plusieurs villages du sud et ailleurs, et le même scénario s'est reproduit. À présent, je trouve cela miraculeux. Les combattants du Hezbollah sont sans égal. Pouvez-vous imaginer, après tout cela, comment l'armée libanaise a collaboré avec les sionistes, est entrée dans chaque bunker et chaque dépôt d'armes du sud Liban, les a vidés, les a fait exploser et a célébré en le faisant. Et maintenant, le Hezbollah, après tout cela, est encore capable de repousser les sionistes envahisseurs dans le sud. C'est miraculeux. Je pense que la stratégie du côté des Iraniens est la même. Ils essaient d'épuiser tous les intercepteurs dont dispose le gouvernement israélien. Et une fois que tout sera terminé, on pourra voir à quel point ils peuvent devenir vulnérables. C'est le problème, selon moi, dans une guerre longue. Comment voyez-vous les choses? Parce qu'il semble que du point de vue des Iraniens, ce sera une guerre de longue durée. Mais d'un autre côté, on voit aujourd'hui les médias israéliens parler de 2 semaines de guerre supplémentaire. 1 semaine, 10 jours. Ils parlent d'une guerre à court terme. Mais cela ne semble pas être le cas dans l'esprit de la résistance et des Iraniens. Oui, écoute, pendant 2 ans et demi, je pense que beaucoup d'entre nous se plaignaient d'être pro-résistance, pro-libération. Alors pourquoi l'axe de la résistance n'est-il pas allé jusqu'au bout, dès le début, le 7 octobre? Je sais que nous avons tous ressenti la douleur de voir les enfants et les innocents de Gaza se faire massacrer. Nous étions tous le cœur brisé en voyant une direction presque irremplaçable sur le plan humain, comme Sinwar, Nasrallah et maintenant Khamenei, être martyrisés dans cette bataille. Mais aujourd'hui, avec le recul, à la fois de manière rationnelle et religieuse, nous voyons que ces sacrifices étaient nécessaires pour éveiller une humanité aveuglée par la suprématie juive et la classe pédophile et cannibale. Ils avaient besoin d'être réveillés, et les paroles de nos dirigeants, de nos combattants, de nos penseurs ne suffisaient pas. Il fallait un sacrifice aveuglant pour éveiller l'humanité. Voilà ce que furent ces 2 ans et demi. Aujourd'hui, nous avons atteint ce niveau de conscience humaine où, quels que soient les mensonges que les sionistes ou les impérialistes lancent à l'humanité, personne ne les croit. Même leurs propres mères ne croient rien de ce qui sort de leur bouche. Par conséquent, c'est le moment d'y aller à fond. C'est le moment de récupérer le prix de tous ces sacrifices que nous avons faits pour l'humanité. D'accord? Et il n'y aura pas de fin à cette guerre tant qu'il n'y aura plus de colonies sionistes sur la terre de Palestine et tant que les Américains n'auront pas quitté l'Asie occidentale pour nous laisser enfin tranquilles. D'accord? Ça suffit. Ça suffit. Et cela fait 1 siècle que ça dure. Mais maintenant, nous, les peuples de cette région, avons assez donné pour réveiller le monde, afin que le monde comprenne, tandis que nous expulsons ces sionistes de notre terre. D'accord? Et je pense que c'est pour cela que nous nous trouvons en ce moment dans une situation de danger pour l'humanité. D'accord? Les sionistes et les impérialistes comprennent maintenant qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre, qu'il n'y a aucun moyen de maintenir l'existence de la colonie sioniste, que les économies entières de l'Occident s'effondrent à cause de cela, et qu'ils doivent faire un choix.
Soit ils admettent leur défaite, forcent la colonie sioniste à faire ses bagages, à emballer ses armes nucléaires et à partir avec elles pour Berlin, Paris, Londres, Ottawa et Washington. Soit ils doivent utiliser ces armes, et alors une nouvelle guerre mondiale commencera, sans que l'on sache qui survivra à la fin. Voilà le moment où nous en sommes. Mais cela ne veut pas dire que les choses vont aller aussi vite. Je pense que l'axe de la résistance est prêt à soutenir une guerre de 3 mois. 3 mois. Durant ces 3 mois, nous pourrions voir dans les 2 ou 3 prochaines semaines l'effondrement des régimes fantoches à Bahreïn, aux Émirats, au Qatar et au Koweït. Même ici au Liban, il y a une très forte possibilité que l'État s'effondre momentanément, peut-être même plus rapidement que celui de Bahreïn, à cause de la manière dont le Premier ministre a abusé de l'armée au cours des 2 derniers jours, en essayant de désarmer le Hezbollah et en se retirant du sud du Liban, laissant la population à son sort. Ce n'est pas une situation durable. Je pense que le Premier ministre du Liban s'est mis dans une position pire que celle des émirs du Golfe. Nous pourrions donc voir ces effondrements se produire avant d'atteindre le point où l'ennemi pourrait envisager d'utiliser des armes nucléaires. Mais les prochains jours et semaines définiront la prochaine phase de l'humanité, et pas seulement le prochain siècle. Si l'Iran a commencé par attaquer les États arabes du Golfe Persique, il a en grande partie neutralisé les bases américaines situées dans ces pays. Non seulement cela, mais il s'en est également pris au siège de la CIA dans le Golfe. Jusqu'à présent, il semble avoir plutôt bien réussi à détruire ces sites de la CIA. Comment voyez-vous la situation avec les États arabes de la région? Parce que l'Arabie saoudite ne cesse de dire « Nous allons entrer en guerre », puis publie un communiqué déclarant « Non, non, nous condamnons ceci, nous condamnons cela ». Quelle est, selon vous, la position des États arabes, en particulier de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et du Qatar? Oui, ce ne sont pas des États indépendants ou souverains. Ce sont tous des régimes vassaux et marionnettes. Toutes leurs ressources ont été utilisées dès le premier jour dans la guerre contre l'Iran, mais aussi dans l'oppression des peuples arabes et musulmans depuis 80 ans, depuis la découverte du pétrole dans ces pays. Leurs ressources ont même servi à opprimer des populations dans certaines régions d'Afrique et d'Amérique latine. Regardez ce qui se passe au Soudan. Bien sûr, toute la dette du tiers-monde apparue dans les années 1980 vient du pétrodollar, l'argent saoudien, qatari, koweïtien, qui a été placé dans ces banques et a incité les pays du tiers-monde à contracter des prêts avant que Nixon n'augmente tous les taux d'intérêt, après que ces États eurent déjà contracté ces emprunts. Donc, vous savez, il n'y a pas de souveraineté dans ces États. Leurs ressources ont toujours été utilisées et le sont encore aujourd'hui pour nous tuer et attaquer l'Iran. Ils n'ont aucun contrôle sur elles, pas même sur eux-mêmes, et qu'ils menacent de rejoindre une guerre maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils sont déjà dans cette guerre. Et les Saoudiens, ces généraux richissimes du Qatar, des Émirats et d'Arabie saoudite, peuvent-ils piloter un F-15 ou un F-16 ou tirer un missile? Non, ils doivent engager des mercenaires, comme ils l'ont fait pendant la guerre contre le Yémen. Donc clairement, tu vois, ils n'ont rien de concret à apporter au combat. Ils peuvent simplement annoncer leur collaboration déjà dissimulée dans cette guerre contre l'Iran, l'axe de la résistance et le peuple palestinien. Et cela ne changera rien. C'est la même chose avec ces menaces venant d'Allemagne, de France, du Royaume-Uni et ainsi de suite, qu'ils prétendent vouloir utiliser. Rejoindre la guerre. Que veux-tu dire rejoindre la guerre? Vous êtes les esclaves des Américains et des sionistes, et toutes vos ressources et vos avions font déjà partie de cette guerre.
C'est juste de la propagande ridicule qui essaye de faire croire qu'il y a réellement des étapes dans ce conflit. Non, l'Occident a investi toutes ses ressources, tous ses éléments, tous ses vassaux, toutes ses provinces dans la guerre contre Gaza depuis octobre 2023. Et ils n'ont pas relâché leurs efforts depuis, dans ce qui fait désormais aussi partie de la guerre, incluant l'Iran. Donc je ne vois pas en quoi ces déclarations, qu'elles viennent du Golfe ou d'autres pays du monde, disant qu'ils vont rejoindre cette guerre, changeraient quoi que ce soit à l'équilibre militaire de cette bataille, car elle est déjà en cours. Ainsi, l'Iran accomplit un travail miraculeux en ciblant toutes les bases américaines et en les détruisant dans cet arc allant d'Erbil à Abu Dhabi. Et cette interruption de la vente de pétrole et de gaz fait s'effondrer le pétrodollar. Cela provoque l'effondrement des économies européennes. Et ce sont ces pays-là qui doivent être punis pour leur servitude envers le sionisme et l'impérialisme. L'Iran fait ce que Gamal Abdel Nasser aurait dû faire dans les années 1950. Avant de soutenir la libération du Yémen, il aurait dû attaquer les champs pétroliers et gaziers du Golfe et les libérer afin qu'ils ne soutiennent pas les sionistes et l'Occident avec le pétrodollar. L'Iran rend service à nos peuples arabes et musulmans, ainsi qu'à l'humanité tout entière, en veillant à ce que l'argent de ces vassaux du Golfe ne soit pas là pour soutenir les efforts impérialistes. Il semble que l'Arabie saoudite jouait, vous savez, sur deux tableaux en apparence. Elle affirmait que les États-Unis ne pouvaient pas utiliser l'Arabie saoudite, qu'elle ne soutenait aucune attaque contre l'Iran. Mais en coulisses, elle poussait à une guerre contre l'Iran, pour détruire l'Iran, pour provoquer ce qu'on appelle un changement de régime. Voyez-vous les Émirats arabes unis faire partie de ce jeu? Parce que jusqu'à présent, d'après ce que nous avons vu, comme l'a dit assez franchement Bernie Sanders, l'Arabie saoudite et Israël poussaient à cette guerre. Comment percevez-vous les autres pays du Golfe Persique? Quelle était leur volonté avant que la guerre n'éclate? Et dans quelle mesure y ont-ils contribué? Oui, je pense que tous les régimes du Golfe sont totalement liés aux sionistes et n'ont aucune souveraineté. Et regardez les statistiques concernant les missiles et les drones utilisés par l'Iran. Environ 30% d'entre eux étaient dirigés vers les Émirats arabes unis ou les soi-disant Émirats américains unis. Cela montre donc que les Émirats sont encore plus étroitement liés aux sionistes et plus essentiels dans cette attaque contre l'Iran que même les Saoudiens. D'accord? C'est clair. L'Iran n'agit pas sans raison. Les forces armées iraniennes sont très précises dans le choix de leurs cibles. Soyons donc très clairs. Il doit y avoir un changement de régime dans ces pays factices et vassaux qui n'auraient jamais dû exister. Les Émirats arabes unis n'existent pas vraiment. Ce n'est que le désert d'Oman. Il n'existe rien de tel que Bahreïn, le Qatar ou la partie orientale du royaume saoudien. Ils font tous partie des mêmes tribus et familles que le sud de l'Irak. Il ne devrait pas y avoir de famille saoud imposant son nom au peuple d'Arabie, ni un pays qui porte leur nom. Qu'est-ce que c'est que ça? Cela ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité, que des peuples soient forcés de porter le nom de leurs dirigeants. Ces pays ne devraient pas exister. Ils devraient être effacés en tant qu'État et fusionnés en une nation arabe qui vit fièrement, main dans la main avec ses voisins, iraniens, turcs et éthiopiens, face aux colonialistes et impérialistes européens. C'est ainsi que cela devrait être, non? Les ressources de ces pays ont été utilisées encore et encore pour les réseaux de pédophilie d'Epstein que nous avons vus. Je veux dire, c'est écœurant. Les choses que nous avons vues juste avant le début de cette guerre, à propos de la profanation de la Kaaba, à l'intérieur comme à l'extérieur, transformée en tapis sous les pieds d'Epstein. Donc l'Iran et les services de renseignement iraniens
ont, je pense, réussi à localiser les endroits où se trouvent la CIA, l'armée américaine et les sionistes. Aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, où qu'ils se cachent, dans les hôtels où ils dorment, ou dans les sociétés écrans qu'ils ont créées. C'est une autre chose que les gens ne comprennent pas quand ils voient tous ces bâtiments touchés dans les Émirats. Ils ne savent pas qu'à l'intérieur de cette même tour où le drone a frappé, il y a une société écran du Mossad, sioniste ou de la CIA, où ces saboteurs se rassemblent et qu'ils sont éliminés. Les États arabes ont le sentiment que les bases américaines présentes sur leur territoire ne leur ont pas été utiles, qu'elles ne les ont pas défendues jusqu'à présent. Tous les systèmes de défense fonctionnent pour Israël, afin de protéger Israël. Et les gens sont choqués. Même Donald Trump lui-même a été surpris que l'Iran attaque les États arabes, car il pensait que l'Iran ne ferait pas une telle chose. Nous en parlons depuis si longtemps. Si quelque chose devait se produire, l'Iran attaquerait d'une manière ou d'une autre tous ces États arabes. Mais il semble que les dirigeants de ces pays ne comprennent pas la réalité de la région, la réalité de ce qui se passe. En sont-ils arrivés à comprendre ce qui est réellement en jeu? Je pense que cela pourrait être un signe pour tous ces pays qui accueillent des bases américaines de réaliser que ces bases ne les sauveront pas si quelque chose devait arriver. Oui, tu vois, quand on regarde la prise de décision derrière le déclenchement de cette guerre, on se rend compte que ces dirigeants occidentaux, Trump et sa clique autour de lui, ont atteint un niveau de délire tel que les stratèges et dirigeants militaires rationnels n'arrivent plus à les raisonner. Et c'est ce qui s'est passé. On dirait que le commandement militaire au Pentagone leur disait « Voilà ce qui va se passer ». Ça ne va pas être facile. Nous pourrions peut-être assassiner un ou deux dirigeants, mais ensuite, cela se transformera en guerre totale. Mais ils ne les ont pas écoutés. Pourquoi? Parce qu'ils sont trempés. Des gens comme Trump, Netanyahou et la cabale qui les entoure se noient dans leur propre délire suprémaciste. Vous savez, quand Epstein écrit des choses comme « Les Juifs sont les meilleurs » ou « Je n'embaucherai ni n'accepterai aucun Juif » et que les autres sont des goyim et ainsi de suite et qu'on peut abuser de leurs enfants, etc. Ils croient réellement à ces choses. Ce n'est pas juste, vous savez, une sorte de comédie noire. C'est un véritable système de croyance. Je connais beaucoup de gens qui se disent de gauche, marxistes ou autres, et qui croient tellement à l'économie politique, l'économie des choses, et ainsi de suite. Mais cela efface le facteur humain. Chaque être humain a des pensées. Il ne s'agit pas seulement de quelqu'un comme Epstein qui pense tout le temps à l'argent, ou d'autres comme lui. Ils pensent en réalité, Dieu m'a donné ce droit. Je suis tellement riche, tellement puissant que je peux violer des enfants. Et c'est un choix donné par Dieu. Dieu m'a choisi pour être ici. D'accord? Une fois que cela est compris, on comprend pourquoi les gens sont surpris. Regardez, le pétrole, saoudien, émirati, qatari, peu importe, c'est en réalité du pétrole américain. Pourquoi les Américains se font-ils cela à eux-mêmes? Eh bien, parce qu'ils sont aveuglés par leur sentiment de suprématie. Et le fait que le Venezuela soit tombé en 2 heures et demie. D'accord? Cela n'a pas aidé. Cela n'a fait qu'alimenter les délires de grandeur dans la tête de Trump et de ses partisans. Ils ont cru qu'ils pouvaient faire la même chose en Iran, d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, la différence entre l'Iran et le Venezuela, c'est que l'Iran est une nation de foi et que sa direction a foi en Dieu. Ils sont prêts à se sacrifier, comme l'ayatollah Khamenei, le martyr de la nation de l'islam, qui a choisi de rester dans sa maison publique, d'être assassiné et sacrifié pour que son peuple puisse voir la lumière. D'accord? C'est ça, la différence entre la direction en Iran et celle au Venezuela.
qui a abandonné son propre président. D'accord? Ils ont décidé de ne pas tirer. Penses-tu qu'aujourd'hui, soyons très clairs, si une direction stupide en Iran décidait de déposer les armes et de se rendre à l'Amérique, il n'y aurait pas d'Iraniens prêts à se battre jusqu'à leur dernier souffle? Cette fois, c'est ce qui les pousse. La même chose se passe ici, au Liban. Peu importe que tout l'État soit contre eux, la foi dans le cœur des hommes de Dieu les maintient forts, quelles que soient les difficultés. Le Venezuela n'avait pas cela. Mon cœur se brise pour le peuple vénézuélien, mais il aurait dû avoir cette foi, celle qui permet de combattre les États-Unis et d'abattre quelques soldats américains au passage, quel qu'en soit le prix. À présent, le Venezuela et son pétrole sont dans la poche des États-Unis, tout comme les pays du Golfe. Je pense que ces illusions sont la raison pour laquelle la direction américaine est incapable de reconnaître le véritable équilibre militaire et ce qui va se passer sur le terrain. Et ces mêmes illusions sont celles qui nous effraient. Pensez qu'il est possible qu'une fois la réalité imposée à ces fous, comme les Netanyahou et les Trump, ils en viennent à appuyer sur le bouton nucléaire. S'ils font ça, l'Iran va les anéantir, j'en suis sûr. Et j'espère que Netanyahou ne va pas dans cette direction, parce que je sais ce qui arriverait à Israël. Oui, tu sais, à propos de cette affaire nucléaire ici, jusqu'à présent, la République islamique d'Iran et ses forces armées ont réussi à frapper au moins 3 destroyers et frégates dans la mer d'Arabie, jusqu'aux côtes de l'Inde, d'accord? C'était encore la nuit dernière. Donc, l'Iran a la capacité de couler les porte-avions que les États-Unis utilisent actuellement. Mais l'Iran est très rationnel, et il sait que si tu coules un porte-avions à propulsion nucléaire, cela anéantira tout ce qui l'entoure, toute vie dans l'eau, à la surface de l'eau, et sur la terre où retomberaient les retombées nucléaires. Peux-tu imaginer si l'Iran décidait de couler un porte-avions à propulsion nucléaire juste au large des côtes de l'Inde? Combien d'Indiens seraient irradiés? Jusqu'à présent, l'Iran, par la grâce de Dieu et grâce au rationalisme de ses dirigeants, a choisi de ne pas attaquer ses porte-avions à propulsion nucléaire, non pas parce qu'il en est incapable, mais par souci d'humanité. Mais le jour viendra où ces fous décideront d'utiliser une arme nucléaire, et nous verrons ces porte-avions à propulsion nucléaire sombrer, peu importe ce qui se passera ensuite. De même, Fardamuna sera en flammes, et le roi de Jordanie sera irradié, lui et ses enfants, et ils seront à jamais incapables de poursuivre leur lignée. Voici ce qui est en jeu. Des êtres rationnels, partout dans le monde, nous regardent en ce moment. Nous avons tous aujourd'hui le devoir d'essayer de faire s'effondrer le pouvoir américain et sioniste avant qu'ils en arrivent au point de vouloir appuyer sur le bouton rouge. Les personnes aux États-Unis et en Europe qui regardent ceci ont le devoir de sortir et de paralyser leur gouvernement, leurs armées, leurs forces de sécurité, afin que leurs élites puissent ramener les États-Unis et la colonie sioniste du bord du gouffre de la fin de l'humanité. Je pense que la Jordanie est vraiment importante pour les États-Unis en ce moment, car ils utilisent principalement la Jordanie pour attaquer l'Iran. Mais il semble qu'à cause de ces attaques iraniennes contre Israël et la Jordanie, ils aient décidé de déplacer leurs avions de chasse à Chypre. Comment voyez-vous cette situation, les attaques iraniennes contre la Jordanie? Pensez-vous qu'il y ait encore, disons, une escalade à venir? Jusqu'à présent, il semble que l'Iran ait attaqué les bases en Jordanie. Pensez-vous que l'Iran va revoir sa stratégie concernant la Jordanie, à votre avis? Disons-le ainsi. Il vaudrait peut-être mieux ne pas aller aussi loin.
Oui, je pense que dans les 24 à 48 prochaines heures, nous verrons ces choix être présentés à l'Iran de manière plus sérieuse et ils devront prendre une décision. La raison pour laquelle je dis cela, c'est que nous voyons maintenant les escadrons de la mort wahhabite de Jolani en Syrie mobiliser leurs troupes vers les frontières de l'Irak et du Liban. Cela signifie que s'il y a une attaque contre l'Irak par ces escadrons de la mort wahhabite ou contre le Liban, cela pourrait ouvrir la porte à d'autres acteurs de l'axe de la résistance pour décider de renverser des régimes ouvertement. Jusqu'à présent, les sionistes ont tué les dirigeants de l'axe de la résistance à leur guise et mené des changements de régime dans ces États de la même manière. Eh bien, jusqu'à présent, l'axe n'a pas répondu de la même manière. Mais il est très facile de renverser le régime au Liban. Il est très facile de renverser le régime à Bahreïn en ce moment. Un seul bataillon de forces iraniennes pourrait débarquer à Bahreïn et ce serait terminé. De même pour les Émirats. Donc, si l'alliance sionisto-américaine décide d'envahir le Liban ou l'Irak par le biais de ces escadrons de la mort wahhabite de Jolani, je pense que nous verrons l'Iran et l'axe de la résistance lever toutes les restrictions qu'ils se sont imposées concernant le renversement des régimes qui collaborent avec les sionistes. Et bien sûr, les régimes en Jordanie, au Liban et à Bahreïn sont les trois principaux candidats pour de telles opérations. La Jordanie doit se préoccuper des membres de la résistance en Irak qui pourraient en une demi-heure atteindre la Jordanie, la capitale, Amman. Vous savez, ce n'est pas très loin des frontières de l'Irak. Bon, peut-être que j'exagère. Une demi-heure, disons plutôt 2 heures et demie de route. Mais vous savez, il n'y a rien entre la frontière irakienne et la capitale, Amman, à part les bases américaines qui ont subi de violents bombardements de la part de la République islamique d'Iran et du Hezbollah irakien au cours des 3 derniers jours. Donc oui, si j'étais le roi de Jordanie, je chercherais un endroit où me cacher en ce moment. C'est déjà arrivé avec la famille royale Emirati, soi-disant royale. Ils se cachent tous en Égypte en ce moment. La famille royale bahreïnie se cache à Riyad, tout comme la famille royale koweïtienne. La seule famille royale qui est restée, ce sont les Qataris. Et ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas fuir eux aussi, mais parce qu'ils ont des problèmes avec l'Égypte, des problèmes avec l'Arabie saoudite, des problèmes avec les Émirats. Donc il n'y a nulle part où ils puissent aller, sauf en Turquie. Et je ne sais pas si la Turquie veut, en ce moment, se mettre dans la position d'être le lieu d'exil de la famille royale qatari. Alors, la Jordanie, je pense que si j'étais le roi, je chercherais en ce moment un endroit où me cacher. Tu peux aller au Royaume-Uni parce qu'il y appartient. Leth, tu as mentionné la situation de ces 3 pays, la Jordanie, Bahreïn et le Liban. Et en ce qui concerne l'Égypte, je pense que l'Égypte est également importante. Comment vois-tu l'Égypte jusqu'à présent? Comment perçois-tu les mouvements internes en Égypte? Et comment cela va-t-il influencer la politique de l'Égypte face à la guerre en cours? C'est incroyable de voir à quel point l'État égyptien officiel est resté silencieux face à ce qui se passe. On ne les a pas entendus faire le moindre bruit, ni contre, ni en soutien. Et leurs déclarations sont tellement tièdes qu'il est difficile de savoir quelle est leur position. La seule déclaration que j'ai vue venait d'Al-Azhar, le séminaire d'Al-Azhar, qui appelait de manière ridicule l'Iran à cesser d'attaquer les États arabes. Ensuite, j'ai vu un véritable raz-de-marée d'Égyptiens dénigrant la direction d'Al-Azhar, les traitant de traîtres et de lâches, et ainsi de suite. On peut voir à travers ces réactions à la déclaration d'Al-Azhar quels sont les sentiments populaires en Égypte.
Je pense que la population égyptienne espère que l'Iran va infliger une sévère défaite aux sionistes et aux États-Unis. Nous avons aussi l'un des acteurs égyptiens les plus célèbres, Amr Wakid, qui se trouve, je crois, quelque part en France en ce moment, ou peut-être au Royaume-Uni, et qui a joué dans de nombreux films hollywoodiens. C'est un grand nom, et il tweet depuis le début de la guerre. Et tu sais, il vient d'une famille sunnite en Égypte, mais il n'a cessé de tweeter en louant la religion chiite comme les défenseurs de l'islam aujourd'hui. Il a tweeté sur l'Iran et l'axe de la résistance comme étant les plus courageux de l'humanité. Et il a attaqué et insulté les monarques arabes, les dictateurs, les wahhabites et les ikhwanis. Je n'ai pas vu de figure publique arabe, au cours des 2 dernières années et demie, adopter une position aussi ferme et, soudainement, devenir l'intellectuel le plus lu du monde arabe. C'est incroyable. Je veux dire, chaque tweet qu'il publie obtient 2, 3, 4, 5 millions de vues en quelques heures, avec un énorme engagement de la part de personnes de tout le monde arabe, de la Mauritanie à Oman, qui le félicitent, et ensuite on voit les bots l'attaquer. D'accord? Cela montre donc comment les 2 ans et demi passés ont créé un immense vide dans le monde arabe et dans le monde musulman sunnite. Il y a un énorme vide de leadership. Tous les dirigeants de la résistance originelle dans les sphères arabes et sunnites ont été tués, sont morts ou leurs projets ont échoué, et ainsi de suite. Et ceux qui essayent de prétendre qu'ils représentent la voix arabe et la voix sunnite ne sont que des valets des sionistes et des impérialistes. Les peuples arabes et sunnites, en général, ne veulent pas qu'ils les représentent. Il y a donc un immense vide en ce moment. Et Amr Wakid, avec ses tweets, s'est hissé au premier rang dans les sphères arabes et sunnites en tant que représentant de la voix du peuple. Cela montre à quel point le vide est grand, qu'une personne issue du cinéma hollywoodien puisse combler cet écart aussi facilement. On peut imaginer qu'en ce moment, à travers le monde arabe et les régions musulmanes sunnites, si un véritable mouvement révolutionnaire devait émerger, il pourrait s'imposer sur tout le terrain. Les peuples du monde arabe et des régions sunnites de l'islam ont soif d'une résistance digne et d'un leadership qui se tienne aux côtés de la Palestine, de l'Iran et plus largement de l'humanité. Et c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de l'Égypte et à travers les pays arabes. Deux points importants en ce moment. L'un est le détroit d'Ormuz et l'autre est Bab el-Mandeb, qui divise la mer Rouge. Tous deux peuvent être contrôlés par l'axe de la résistance. Comment voyez-vous ce concept se manifester dans la guerre de longue durée, si c'est la stratégie adoptée par la résistance? Ainsi, nous avons vu, au cours des dernières 24 heures, les prix du pétrole et du gaz, surtout du gaz en Europe, augmenter d'environ 70%. C'est une hausse de 70% du prix du gaz liquéfié en raison de la forte dépendance de l'Europe vis-à-vis du gaz en provenance du Qatar. De même, les prix de l'essence au Japon et en Europe ont grimpé rapidement. Le gouvernement japonais a déclaré qu'il ne disposait que de 2 mois de réserve d'essence pour faire fonctionner le pays. Les Européens supplient aujourd'hui l'Ukraine de laisser passer le gaz et le pétrole venant de Russie à travers les oléoducs. Ils supplient. Et nous n'en sommes encore qu'aux 4 jours et demi de guerre. Ainsi, la fermeture du détroit d'Ormuz et du détroit de Bab el-Mandeb paralyserait les économies européennes, mais aussi les économies japonaises, coréennes et peut-être même chinoises. Et c'est pour cela que je pense que la Chine aura de plus en plus de raisons d'entrer dans cette guerre. D'accord? Depuis des décennies, nous connaissons la Chine comme le dragon silencieux en retrait, agissant peut-être en coulisses,
Mais il se pourrait que nous voyions la Chine pour la première fois entrer officiellement dans un conflit si les choses continuent ainsi. C'est en partie pour cette raison que les États-Unis ont sécurisé le pétrole du Venezuela avant cette guerre, parce qu'ils veulent éviter que les fluctuations des prix du pétrole et du gaz n'affectent leur économie. L'Europe, l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud, comme l'Inde, seront donc les plus touchés par la fermeture de ces détroits. L'autre point que les gens doivent remarquer, c'est que les pays du Golfe, ceux de la péninsule arabique, dépendent des importations alimentaires. 90% de la nourriture dans les marchés de ces pays du CCG provient des importations, principalement de la Grande Syrie et de l'Inde, d'accord? En ce moment, les routes venant de Syrie et d'Irak sont fermées. Il n'y a donc plus de transport terrestre de denrées et de produits depuis la Grande Syrie et aucun transport maritime en provenance de l'Inde. Nous verrons donc les marchés de ces pays du Golfe se vider rapidement. Et une dernière chose qu'il faut savoir, qui est très cruciale pour cette guerre, c'est la question de l'eau. Bien sûr, nous savons que la plupart de ces pays obtiennent environ 70% de leur eau par dessalement. Jusqu'à présent, l'Iran a été très prudent et n'a attaqué aucune de ces usines de dessalement. Mais si les États-Unis et les sionistes décident d'attaquer les barrages ou les infrastructures hydrauliques de l'Iran, je m'attends à ce que celles-ci soient à leur tour visées. Il y a donc plusieurs niveaux dans la manière dont ces régimes du Golfe vont s'effondrer ou dans la façon dont cela aura des répercussions à l'échelle mondiale, qu'il est presque difficile de résumer en 5 minutes. Mais, en substance, les éléments de l'ordre impérial, le pétrodollar, les économies de ces faux pays de la péninsule arabique, les économies d'Asie de l'Est et du Sud, ainsi que celles de l'Europe, constituent les 4 piliers qui maintiennent la puissance impériale. Ils sont aujourd'hui confrontés à un niveau de menace qu'ils n'ont pas connu depuis la Seconde Guerre mondiale, et ils sont au bord de l'effondrement. Leurs économies, ainsi que les populations, notamment en Europe, déjà en colère depuis 2 ans et demi, en raison du refus de leurs élites de représenter leurs opinions, pourraient finir par se révolter plus vite qu'on ne l'imagine. Il y a un pont entre Bahreïn et l'Arabie saoudite, et ils utilisent ce pont pour envoyer des troupes afin de contrôler la situation à Bahreïn. Mais l'Arabie saoudite n'est pas vraiment en position d'aller aussi loin. Comment voyez-vous cela? Il semble que les Iraniens aient frappé le pont entre les deux, simplement pour interrompre ce que l'Arabie saoudite essaie de faire à Bahreïn, car ils sont littéralement en train de tuer le peuple bahreïni. Des gens qui ne sont pas satisfaits de la situation actuelle. Comment comprenez-vous cela? Oui, je veux dire, l'information de base que tout le monde devrait connaître, c'est que Bahreïn est composé d'environ 85 à 90% de chiites. La population bahreïnienne, leurs clans et tribus, est apparentée à la population chiite de l'est de l'Arabie et du sud de l'Irak. Ce sont toutes des familles et des tribus étendues. Ils ont été sous occupation portugaise, puis britannique, puis américaine, depuis les années 700. Il y a eu une brève période où la Perse ou l'Iran a pu libérer Bahreïn de la domination étrangère, mais le Shah l'a rendu aux Britanniques avant leur départ. Voici donc le contexte. La famille régnante à Bahreïn est une famille importée, une branche de la famille Saoud, imposée au peuple bahreïni et profondément impopulaire. Personne ne les apprécie. C'est pourquoi ils se sont réfugiés à Riyad, la famille régnante. L'autre élément, c'est que depuis l'automne arabe, vers 2011-2012, le peuple bahreïni s'est soulevé et a presque renversé le régime. C'est alors que le royaume saoudien a créé ce qu'ils ont appelé le bouclier de la péninsule, une force militaire d'occupation envoyée à Bahreïn pour écraser, réprimer, opprimer et tuer des Bahreïnis,
afin de s'assurer que le régime en place soit maintenu. Et donc, nous avons maintenant les troupes qui étaient déjà sur place, les troupes du bouclier de la péninsule. Elles n'ont jamais quitté Bahreïn depuis 2012. Ces troupes n'étaient pas suffisantes pour réprimer le soulèvement actuel à Bahreïn. Et c'est pourquoi les Saoudiens doivent faire venir des renforts. C'est aussi pour cette raison que l'Iran, de manière tout à fait compréhensible, a détruit le pont. Ainsi, désormais, quelle que soit la force présente à Bahreïn, c'est la seule qui sera capable de défendre le régime en place. Et je pense que même si l'Iran n'envoie pas ses propres troupes pour aider les Bahreïnis à se libérer, le simple envoi de quelques armes sur quelques bateaux pourrait très facilement faire tomber cette force d'occupation. Oui, merci. Merci Laith d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir comme toujours. Passez une bonne soirée. À la semaine prochaine. Inch'Allah. Nous serons tous de meilleure humeur en voyant davantage de vassaux des États-Unis détruits ici. See you soon. Bye. Inshallah. À bientôt.